Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai décidé de faire une nouvelle vidéo après un long moment d'absence et de profiter donc des vacances de Noël. Donc aujourd'hui, je voudrais parler dans cette vidéo et sans doute dans les suivantes d'un sujet un petit peu nouveau. J'avais parlé de relativité générale précédemment et encore avant j'avais parlé d'algèbre. Aujourd'hui, je voudrais aborder un nouveau thème qui est celui de la topologie algébrique. Donc, la topologie algébrique, c'est un vaste sujet qui peut faire un petit peu peur, mais comme je vais essayer de l'expliquer là, c'est finalement quelque chose, dans l'idée en tout cas, d'assez simple, qui est censé simplifier la topologie. Donc peut-être que vous êtes plus familier avec la topologie, ce qu'on appelle en général justement la topologie générale. La topologie générale, c'est l'étude des espaces topologiques, c'est-à-dire, bon je vais en reparler un petit peu plus tard, mais je ne vais pas trop m'apesantir dessus, c'est-à-dire les espaces munis d'une collection d'ouverts, et puis on essaye d'étudier les fonctions continues, la convergence, les notions de connexité, etc. Donc c'est quelque chose d'assez subtil, et en particulier la topologie c'est vraiment connu pour être un domaine qui contient énormément d'exemples pathologiques et de contre-exemples pour des choses qu'on pense vraies. Donc c'est quelque chose d'assez subtil. Et justement la topologie algébrique, c'est un domaine qui vient aider la topologie, c'est-à-dire pour essayer de la simplifier. L'idée vraiment de base de la topologie algébrique, c'est la suivante, c'est-à-dire qu'on va prendre un espace topologique comme je viens de le dire, en général, c'est compliqué. Donc disons X, c'est mon espace topologique. Et à cet espace topologique, je lui associe une structure algébrique. Donc pour l'instant, je ne vais pas dire vraiment ce que c'est, mais un truc qui dépend de X. Donc typiquement un groupe G de X. Donc un groupe, ça pourrait être quelque chose de plus compliqué que ça, mais bon, ici je vais supposer que c'est un groupe, et dans le cas qui va nous intéresser dans cette vidéo-là, ça va être effectivement un groupe. Donc ça, c'est l'idée de base de la topologie algébrique, de prendre un espace topologique et de lui associer une certaine structure algébrique. Et évidemment, on ne veut pas que ce soit associé n'importe comment. L'idée, c'est que cette association ait un certain nombre de bonnes propriétés. En particulier, on aimerait bien que si l'espace X est modifié d'une façon qui n'est pas importante topologiquement, c'est-à-dire concrètement si X est modifié dans un espace qui est homéomorphe à X, alors on veut que la structure algébrique ne change pas. On veut que ce soit un invariant topologique. Et donc typiquement, on veut que si X et Y sont homéomorphes, alors on veut que G de X égale G de Y. J'ai vraiment pas dit ce que c'était que ce G. C'est la chose qu'on va étudier petit à petit. Et on va justement voir que dans les différentes vidéos que j'espère faire, on va voir différentes structures algébriques qu'on peut trouver. Et alors ces différentes structures algébriques, elles ont des avantages et des inconvénients. Elles peuvent avoir par exemple l'avantage d'être facilement calculables, mais l'inconvénient de ne pas être très fines, de ne pas contenir beaucoup d'informations. Ou inversement, elles peuvent contenir beaucoup d'informations, mais dans ce cas-là, elles vont être très difficiles à calculer. Et toute la subtilité de la topologie algébrique, ça va être de trouver les bonnes choses, c'est-à-dire d'avoir suffisamment d'informations pour que ce soit intéressant de les calculer, mais en même temps que ce soit possible de le calculer, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Donc, pour être plus concret, je distingue plusieurs types de structures algébriques qu'on peut associer. Les plus courantes sont les suivantes. Les plus courantes, c'est d'une part ce qu'on appelle le groupe fondamental.
dont vous avez peut-être entendu déjà parler, et ces généralisations qui sont les groupes d'homotopie. Et ensuite, on a d'autres choses qui sont reliées, mais pas tout à fait identiques, évidemment, qui sont ce qu'on appelle les groupes d'homologie et de cohomologie. Voilà. Et puis, évidemment, on a d'autres choses encore. Mais, disons que ça, c'est déjà une première liste. Disons que c'est la liste canonique des objets qu'on peut associer à des espaces topologiques. Et dans cette vidéo, je vais m'intéresser en fait exclusivement au premier, qui est le groupe fondamental. Alors pour plusieurs raisons, parce que je crois, alors je ne fais pas du tout une vidéo historique ici, mais je crois que c'est quand même un des premiers qui a été étudié, en particulier par Poincaré, et aussi parce qu'il est relativement simple à étudier, à définir. Finalement, c'est un outil qui est assez élémentaire, enfin même très élémentaire, mais qui est quand même extrêmement riche, en fait peut-être même trop riche, et qui est, bien qu'il soit très facile à définir, en fait il est assez difficile à calculer en général, et bon, je vais donner évidemment de très nombreux exemples de cette difficulté dans cette vidéo. Donc on va s'intéresser à ce groupe fondamental. Le groupe fondamental, on le note pi1 de x. Donc juste pour donner vraiment un aperçu très rapide de la suite, les groupes d'homotopie, c'est une généralisation de ce groupe fondamental. Le groupe fondamental, ça compte les façons dont on peut inclure en quelque sorte des sphères, enfin plutôt des cercles, des sphères à une dimension dans un certain espace topologique. Les groupes d'homotopie supérieure, ça va être la même chose, mais pour des sphères plus grosses. Et ensuite, homologie et cohomologie, on verra à quel point c'est relié. Mais c'est des groupes qui sont en général plus simples. Bon, j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais juste pour dire que le 1 dans le pi1, ce 1 qui est là, se réfère au fait que on regarde vraiment des choses, comment des sphères à une dimension, donc juste des cercles, se plongent dans un espace topologique donné. C'est pour ça qu'il y a ce 1. Et ce 1 devient un entier plus grand que 1 quand on regarde les groupes d'homotopie dits supérieurs. Et avant de commencer aussi, une dernière remarque, c'est que ce groupe fondamental, il y a plusieurs façons de le définir. Il y a la façon, comme je viens de le dire, avec les lacets, donc de la façon dont les cercles se plongent dans l'espace topologique. Il y a d'autres façons qui utilisent ce qu'on appelle les revêtements, dont je ne vais pas parler ici. Peut-être que j'en parlerai une autre fois, ou si un jour je parle des groupes de Lie. Donc on verra. Donc le plan de cette vidéo va être le suivant. Dans une première partie, je vais donner tout un tas de définitions. Enfin, tout un tas. Enfin, pas tant que ça, en fait, parce que je vais essayer de faire une vidéo qui est pas trop technique, c'est-à-dire qu'on peut vite s'en mêler dans des choses techniques. Je vais vraiment essayer de donner les concepts, les choses importantes, sans rentrer dans les détails, disons, dans le pinaillage, même si évidemment pour certains points il va falloir être technique, donc ne vous inquiétez pas, si vous voulez des détails, il va y en avoir autant que vous voudrez. Donc une première petite définition et exemples fondamentaux. Ça va être la première partie. La deuxième partie va être consacrée à des outils de calcul. Donc ça, c'est important. Donc souvent, les définitions dans les vidéos de vulgarisation, on trouve les définitions du groupe fondamental et les exemples fondamentaux, donc ce que je donne dans la partie 1. Souvent, ça s'arrête là. Ici, je vais essayer d'aller un peu plus loin et de donner vraiment les outils de calcul pour montrer concrètement comment est-ce qu'on peut calculer le groupe fondamental dans des cas où c'est pas trivial. Et je vais essayer de me focaliser là-dessus. Et comme une illustration de ça, dans la troisième partie, je vais illustrer tout ça avec des exemples moins fondamentaux, moins triviaux que ceux de la partie 1. Et donc en particulier, ça va s'inclure dans ce qu'on appelle la théorie des nœuds.
Donc je ne vais pas traiter de théorie des nœuds en généralité, mais je vais tirer de la théorie des nœuds un certain nombre d'exemples. Voilà, donc ça c'est le plan général. Et alors encore une fois, juste parce que ici c'est vraiment la partie d'introduction avant de donner les définitions, je veux quand même dire, vraiment pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi on parle, un espace topologique pour nous, ça va être, on va essayer d'éviter les cas trop pathologiques, donc ça va être, disons, une variété, donc une sphère, un plan, un espace comme ça. Donc je représente mon espace topologique, voilà, X. Je vais essayer d'appeler toujours X l'espace topologique. Et en gros, le groupe fondamental, ça va être l'ensemble de toutes les façons de plonger un lacet. Donc ici, je dessine un lacet en rouge dans X. Et je considère que ce lacet-là, ou ce lacet-là, par exemple, est le même. Et donc, je veux considérer l'ensemble de toutes les classes de lacets en considérant que deux lacets que je peux déformer continuellement l'un dans l'autre est le même. Donc ici, par exemple, si mon espace X a cette forme-là, alors il va avoir qu'une seule classe de lacets, donc on va dire que son groupe fondamental est trivial. Par contre, si je commence à mettre des trous, il va être non trivial. Donc l'exemple typique qu'on donne, c'est distinguer, disons, si j'ai un bol. Alors attendez, je vais donner, disons que ça c'est un bol, et puis une tasse. Alors je ne sais pas comment dessiner une tasse, voilà. Hop, voilà. Donc sur un bol, les lacets vont être tous non triviaux, puisque si je dessine un certain lacet, quelle que soit la façon dont je le mets, j'ai pas tellement de façon de le mettre non trivialement, alors que sur une tasse, j'ai l'anse ici, donc je vais pouvoir enrouler le lacet ici autour de l'anse, et celui-ci je ne peux pas le déformer, donc le groupe fondamental sera non trivial. Voilà, ça c'est vraiment pour donner un très rapide survol. Et donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et donner les définitions dont on a besoin. Donc première partie, définition. Alors, donc la première chose qu'il faut définir, c'est les objets auxquels on va s'intéresser. Et ces objets, ce sont les espaces topologiques. Donc un espace topologique, je n'ai pas envie de refaire toute la théorie des espaces topologiques. Un espace topologique, c'est juste un espace, disons pour nous, qui va avoir des bonnes propriétés. Donc la définition technique, évidemment, c'est par exemple celle qu'utilisent les ouverts. Donc un espace topologique, c'est un espace muni d'un ensemble de parties de X. Ces parties, c'est ce qu'on appelle les ouverts. Et ces ouverts doivent satisfaire un certain nombre de conditions. Donc l'ensemble vide est un ouvert. Et les ouverts sont stables par intersection finie. Une intersection d'un nombre fini d'ouverts est encore un ouvert. Et une union quelconque, y compris infinie d'ouverts, est encore un ouvert. Mais on ne va pas avoir tellement besoin de tout ça, donc c'est pour ça que je ne l'écris pas tellement. Donc X, ça va être l'espace topologique. Et on va avoir besoin de la notion de lacet. Donc un lacet dans X, c'est une application continue, disons que je l'appelle gamma, de 0,1 dans X. D'accord? Donc ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. J'ai X ici qui a un certain espace, et gamma, c'est l'image d'un segment 0,1 dans X. Donc ça, c'est un lacet ouvert. La plupart du temps, je vais considérer des lacets fermés. Donc je vais continuer à l'appeler lacet. Disons une application continue gamma 0,1 telle que gamma de 0 soit égal à gamma de 1.
Donc dans ce cas ici, sur mon dessin, il faut que je change, il faut que je ferme le lacet. Donc je prends un truc comme ça, et voilà. Et donc ce point, gamma de 0 égale gamma de 1, on va souvent l'appeler x0, qui est un certain point de x. Donc ça c'est un lacet dans x. Et la notion fondamentale, qui est derrière celle de groupe d'homotopie en général et de groupe fondamental en particulier, c'est la notion d'homotopie. Et donc ça, c'est ce que j'ai illustré un petit peu tout à l'heure et que j'ai dit avec les mains. C'est-à-dire qu'on va considérer que deux lacets sont les mêmes si on peut obtenir l'un à partir de l'autre en faisant une déformation continue. Donc plus précisément, une homotopie, ça va être une famille gamma t d'application de 0,1 dans x. D'accord, une famille comme ceci, telle que donc avec t appartenant également à 0,1, telle que l'application grand gamma qui va de 0,1, croix 0,1 dans x qui a t et s associe gamma t de s soit continue. D'accord ? Je prends une telle famille. Et telle que, deuxième propriété, gamma t de 0 égale gamma t de 1 égale le point x0 qu'on s'est choisi au début pour tout t appartenant à 0,1. Donc ça, c'est ce on va appeler ça une homotopie, si j'ai une famille de chemins comme ça. Et dans ce cas, tous les chemins de cette famille, on dit qu'ils sont homotopes entre eux. Donc en particulier, donc on dit que gamma 0 et gamma 1 sont homotopes. D'accord ? Donc c'est la définition d'homotopie, qui est vraiment la déformation à ce paramètre t, ici. C'est le paramètre de déformation, donc je peux avoir l'espace x, et puis je vais avoir le point x0, un certain lacet gamma 0, et puis je déforme petit à petit, disons gamma 1,5, et puis hop, gamma 1 ici. Et voilà, donc ils sont homotopes. Donc pour donner un contre-exemple, si j'ai un tore, alors le lacet que je vais représenter en rouge ici, celui-ci, et celui que je vais représenter en jaune ici, ne sont pas homotopes, je ne peux pas déformer le rouge en le jaune, donc on va avoir un groupe non trivial. Et donc pour ça, je donne maintenant la définition du groupe fondamental. C'est enfin la définition qu'on attend tous. Donc le groupe fondamental, qui est le groupe fondamental de l'espace topologique X, ancré au point x0. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'appelle ceci pi1. Donc pi1 de x, x0, c'est simplement l'ensemble de tous les chemins gamma de 0,1 dans x continu, tel que gamma de 0 égale gamma de 1 égale x0, d'accord, modulo l'homotopie. Voilà, donc ça, c'est le groupe fondamental, on l'a défini, et comme j'avais dit, la définition est finalement assez simple et assez intuitive. Donc il faut que je justifie pourquoi est-ce que j'ai appelé ça groupe. On a une loi de composition qui est assez évidente, qui est donnée par la composition des chemins. Si j'ai un chemin gamma 1
et un chemin gamma 2, alors le chemin gamma 1 rond gamma 2, ça va être, on parcourt les deux l'un à la suite de l'autre. Donc c'est assez évident. On a un inverse. L'inverse de gamma, si ça c'est gamma, alors gamma moins 1, ça va être la même chose, mais parcouru dans le sens inverse. Donc là, on parcourait dans ce sens-là. Maintenant, on parcourt dans ce sens-là. Et effectivement, si je parcours gamma, puis gamma moins 1, bah je vais dans un sens, puis je reviens sur mes pas, donc j'ai rien fait. Et ça nous donne quel est le neutre, évidemment. Le neutre, ça va être, par exemple, la classe du chemin constant. Le chemin où je ne bouge pas, je reste sur x0 tout le temps. Ça, c'est l'élément neutre. Donc on a bien un groupe, et comme ça, on peut composer les chemins. Une autre chose qui peut-être est un petit peu gênante, c'est ce fait que là, on a, vous voyez, x0 qui apparaît ici dans la définition. C'est pas très joli, mais donc on va tout de suite préciser que si x est connexe par arc, donc en gros s'il est d'un seul tenant, ce qui va être le cas qu'on va regarder à peu près tout le temps, alors on peut oublier le point d'ancrage. Autrement dit, pi1 de x0 est isomorphe à pi1 de x1, quel que soit x0 et x1 dans x. Et donc, dans ce cas-là, on notera ces choses-là, simplement pi1 de x, on n'a pas besoin de faire référence au point d'ancrage. Et donc, c'est cette notation-là que je vais utiliser le plus souvent. Voilà, donc ça c'est pour la définition. J'ai formalisé un petit peu ce que j'ai dit dans l'introduction, mais finalement on n'a pas dit grand-chose de nouveau. Et avant de passer aux outils de calcul pour des cas un peu compliqués, il faut donner l'exemple vraiment le plus simple et le plus fondamental de tout ça, qui est le cas des sphères. Donc exemple, on va ici calculer, enfin on va pas calculer, en fait je vais juste les donner, pi1 de Sn. Donc Sn, c'est la sphère en dimension n. D'accord? Donc par exemple, S1, c'est juste le cercle. S2, c'est la sphère usuelle qu'on connaît bien. Par exemple, la surface de la Terre. Et puis, etc. pour les autres sphères. Et donc la question, c'est que vaut ce pi1 de Sn? Essayons de regarder d'abord le cas du cercle, donc le cas de S1. Donc si j'ai S1, si on essaye donc on prend un point d'ancrage, on a dit qu'il n'était pas important où est-ce qu'on le choisit, donc je choisis ici par exemple, et j'essaye de voir quel lacet je peux enrouler. Donc on voit que je peux déjà rester sur place, ça me donne le lacet trivial, mais je peux aussi prendre un lacet qui fait simplement le tour, je vais le mettre en rouge, qui fait le tour du cercle une fois. Ok, donc celui-là, je vais l'appeler gamma 1. Donc évidemment, gamma 1, on sent bien, donc je ne vais pas essayer de démontrer tout ça, parce que comme j'ai dit, c'est un petit peu technique, mais puis ça se voit bien. Donc gamma 1 appartient au pi1 de S1, et il est non trivial. D'accord, gamma 1 est différent de 0, 0 étant l'élément trivial du groupe. Donc il est non trivial. Et vous voyez que si je peux aussi considérer gamma 1 au carré, par la composition de groupe. Dans ce cas, je parcours le cercle 2 fois. Et évidemment, ça c'est encore quelque chose que je ne peux pas déformer en gamma 1. Je peux considérer gamma 1 cube, etc. Et puis gamma 1 puissance n pour n'importe quel entier n. Ça me donne des lacets qui sont tous mutuellement non homotopes. Et puis je peux aussi considérer gamma 1 moins 1, qui est juste le parcours dans l'autre sens. Comme ceci. Ça c'est gamma 1 moins 1.
Et puis gamma 1 moins 2, etc. Un gamma 1 moins n pour n'importe quel entier n. Donc vous voyez que pour chaque entier relatif, j'ai un chemin qui définit une classe différente d'homotopie. Et alors on peut ensuite se convaincre, et on peut le démontrer, qu'en fait c'est les seules classes qu'il y a. Donc en fait le groupe fondamental π1 du cercle, S1, il est égal à l'ensemble des gamma 1 puissance n pour n n'importe quel entier relatif. Et du coup, on voit que c'est tout à fait isomorphe à Z. Donc ce que nous dit ceci, ça nous dit que la façon qu'on a de pouvoir enrouler des lacets autour du cercle, c'est uniquement déterminé, à homotopie près, par le nombre d'enroulements. Ce Z, c'est ce qu'on peut appeler le nombre d'enroulements. Voilà. Donc ça, c'est le premier résultat fondamental. Maintenant, voyons ce qui se passe dans le cas de S2. Alors, je vais peut-être faire une autre couleur, je vais mettre en jaune maintenant. Donc, si je me mets ici sur S2, que j'essaye de prendre également un point, et j'essaye de prendre un lacet, par exemple, qui fait le tour, j'essaye de m'enrouler autour, vous voyez que je peux toujours le déformer continuellement en un lacet qui est le lacet constant. Donc on voit que tout lacet, gamma, est homotope au lacet constant. Et par conséquent, ceci nous dit que le π1 de S2 est en fait le groupe trivial que je vais noter 0. Pour simplifier, pour moi ça c'est équivalent à le singleton 1. D'accord ? Voilà, donc ça c'est l'autre résultat important. Et alors, je ne vais pas faire, c'est difficile d'illustrer, mais on peut démontrer, et c'est pas très difficile, vous pouvez essayer de le faire en exercice, de voir que ce même raisonnement va s'appliquer pour toutes les sphères plus grosses. Et donc on obtient le résultat important suivant, qui est que, donc je vais le mettre en gros parce qu'il est important, que le π1 de Sn vaut Z pour n égale à 1 et 0 pour n plus grand que 1. Donc ça, c'est un résultat qui est très important et qui est en fait à la base d'à peu près tous les calculs qu'on peut faire. Donc je ne l'ai pas démontré ici entièrement parce que comme je dis, c'est un petit peu technique et ça se voit assez bien. Je vais me concentrer sur les choses qui se voient moins bien, qui sont moins évidentes. Mais c'est vraiment extrêmement important. Voilà, donc ça c'est pour conclure notre première partie. Et maintenant, on va faire une partie un petit peu technique, mais qui va introduire des outils importants qui permettent de calculer concrètement, dans des cas où c'est un peu moins simple, calculer le groupe d'homotopie, le groupe fondamental, qui est le premier, qui est le premier groupe d'homotopie. Ok, donc passons à cette partie, donc c'est la deuxième partie, outils de calcul. Et j'ai décidé de donner 4 outils, que je vais appeler ABCD, qui sont les 4, je pense, les plus importants. Donc voyons ce que c'est. Donc le premier outil, c'est ce qu'on appelle la rétraction par déformation. La rétractation par déformation. Alors, vu que c'est un petit peu long à écrire, je vais abréger ça en RPD. Rétractation par déformation. Donc l'idée ici est très simple. Imaginons qu'on a un certain espace qui est par exemple, disons, une sorte de ruban. Une sorte de ruban comme ça, de ruban fermé.
Alors, et imaginons maintenant que je trace à l'intérieur de ce ruban fermé, je trace un certain cercle, hein, ici que j'ai mis en rouge. Alors, on peut, pour n'importe quel point qui est sur le ruban, on peut le rétracter, vous voyez, en s'approchant comme ça de cette sous-partie en rouge. D'accord ? Et donc c'est ça, vous voyez, on imagine le ruban et il se contracte sur lui-même, il se rétracte sur lui-même. C'est la rétractation par déformation. Alors pour donner une définition un petit peu plus précise, on va dire que si on prend X un espace topologique et A une partie de X, alors une rétractation par déformation, donc une RPD de X sur A, c'est une famille. C'est un peu comme tout à l'heure avec l'homotopie. Pour décrire le mouvement comme ça dans ces espaces topologiques, souvent on prend une famille d'applications continues. Donc ici, c'est une famille d'applications continues ft de x dans x pour t appartenant à 0, 1. L'idée, c'est que t égale 0, ça va être l'identité, donc tel que f0, ce soit l'identité de x, que f1, bah, ce soit l'application qui contracte complètement, c'est-à-dire que f1 de tout l'ensemble x doit être égal à A. D'accord ? Et on veut qu'à n'importe quelle étape de la procédure, les points de A soient fixés, de sorte qu'on se rétracte vraiment sur A. D'accord ? Donc ft restreint à A soit égal à l'identité de A pour tout t appartenant à 0, 1. Et puis, on veut faire tout ça de façon continue. Donc, on veut que l'application qui a t et x associe ft de x soit continue. Donc, on veut toutes ces propriétés-là. Si toutes ces propriétés-là sont réunies, alors on dit que que x se rétracte par déformation sur A. Et c'est ce qui est illustré par le dessin qui est ici. Et alors, l'intérêt de cette notion, c'est que dans ces conditions-là, les groupes d'homotopie ne changent pas. C'est-à-dire, quand c'est le cas, alors π1 de x, c'est la même chose que π1 de A. Si on veut être un petit peu plus précis, il faut dire quel est le point d'ancrage. On choisit un point d'ancrage dans A. Et donc ici, on va supposer qu'ils sont connexes par arc. On va connaître le cas connexe par arc, c'est PA. Et donc ça, c'est très utile parce que du coup, au lieu d'avoir à calculer le groupe fondamental pour un espace X qui peut être un peu compliqué, on a simplement besoin de le calculer pour l'espace A qui est plus simple. Donc par exemple, ici, encore une fois, ça reste assez trivial, mais pour l'exemple qui est là, ça nous dit que le π1 de la bande, c'est la même chose que le π1 du cercle sur quoi elle se rétracte par déformation. Et donc on a calculé juste au-dessus, ici, que c'était z. Donc on a calculé le π1 de cette bande. Et on va voir qu'on va l'utiliser dans des cas beaucoup moins simples par la suite. Alors voilà, ça c'était le premier outil, la rétractation par déformation. Le deuxième outil que je voudrais introduire, il est en fait encore plus simple, c'est le produit. Donc le produit, là c'est vraiment très élémentaire, je vais juste écrire l'équation.
que si vous voulez calculer le pi1 d'un espace produit, disons x fois y, alors c'est simplement le produit des groupes fondamentaux. Voilà, donc une formule extrêmement simple. Et alors, je veux insister sur le fait que c'est un produit de groupe, c'est le produit tout à fait naturel des groupes, le produit direct. Donc je me mets encore dans le cas connexe par arc pour pas avoir à mettre de point de référence. Donc ici, ce produit-là, c'est le produit simple, le produit des groupes, le produit terme à terme. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué ici. Et donc un exemple de calcul pour ça, qui est un exemple aussi extrêmement important, c'est si on veut calculer le pi1 d'un tor. Donc le tor, T2, donc ce que j'appelle T2 ici, c'est vraiment juste le tor, le bon vieux tor, comme ceci. Et donc évidemment, ce tor, on sait bien que topologiquement, il s'agit d'un produit d'un cercle par un cercle. D'accord, c'est un cercle, par exemple ce cercle-là, qu'on fait tourner comme ça sur un deuxième cercle. Et donc par utilisation de ce qu'on a vu avant, il s'agit du pi1 de S1 fois le pi1 de S1. Et on a vu que chacun des deux était égal, celui-ci c'est Z, et celui-ci c'est Z, et donc je fais le produit de Z par Z, et donc je trouve Z carré. Donc ça c'est très important. Je vais l'écrire ici. Pi1 de T2 est égal à Z carré. Donc on voit que ça nous dit qu'on a, vraiment c'est la notion intuitive, qu'on a deux façons possibles d'enrouler des lacets autour de ce tor, soit selon ce cycle-là, soit selon ce cycle-là. Et ça nous dit que ces choses-là commutent. Vous voyez, c'est un groupe abélien. On va voir que ce n'est pas toujours le cas, loin s'en faut. Donc ça, c'était pour le deuxième exemple, le produit. Le troisième outil, pardon, le deuxième outil. Maintenant, le troisième outil, donc c'est un petit peu moins connu que le produit, c'est ce qu'on appelle le bouquet, ou en anglais wedge sum. Donc le bouquet, c'est quelque chose aussi qui est assez simple comme construction en topologie, qui est assez courante. C'est, disons que vous avez un espace, disons que je vais prendre un cercle, comme ceci, et une sphère. Je peux vraiment prendre des espaces différents. Voilà, un cercle et une sphère. Vous choisissez un point sur le cercle. Donc disons que ce cercle, c'est A, je vais l'appeler A, et je choisis un point A dessus. Et ma sphère, là, je vais l'appeler B, et je choisis un point sur la sphère, que je vais appeler petit b. Alors, à partir de ça, je peux former le bouquet de la sphère et du cercle, qui va être simplement l'espace où j'identifie les deux points. Donc, le point A et B deviennent le même point. Donc maintenant, j'ai le cercle ici, et j'ai la sphère qui sont collées maintenant au point là. J'ai fait un bouquet où j'ai un cercle qui sort et une sphère. Donc de façon un tout petit peu plus précise, si j'ai A et B, deux espaces topologiques, un élément A appartenant à A et B appartenant à B, alors le bouquet X noté comme ceci, pardon, pas X, mais A, on dit wedge, je ne sais pas comment on dit en français, donc le bouquet de A et de B est l'union disjointe de A et de B, dans laquelle A et B
sont identifiés. Donc si on veut, on peut écrire que A, le bouquet de A et B, c'est l'union disjointe de A et B, où A est identifié à B, comme ceci. Mais c'est vraiment la notion de bouquet dont j'ai parlé juste avant. Et on va voir que dans les bons cas, on peut calculer facilement le groupe. Si on connaît le groupe fondamental de A et le groupe fondamental de B, alors on peut en déduire le groupe fondamental du bouquet AB. Et donc je vais expliquer ce que c'est que cette flèche dans le point D, qui est le quatrième point, le quatrième outil dont je veux parler, qui est l'outil le plus important. C'est vraiment la raison pour laquelle on sait faire des calculs de groupes fondamentaux. C'est grâce à ce point D. Donc je passe à ce point D. Il s'agit du théorème de Van Kampen. Donc le théorème de Van Kampen, ça va être le théorème qui nous permet de calculer vraiment les groupes fondamentaux à partir d'une réunion de deux groupes fondamentaux qu'on connaît, vraiment comme dans l'exemple d'au-dessus. Donc je vais donner une forme, comme j'écris ici, légèrement faible, c'est-à-dire qu'on pourrait le généraliser dans un cas où au lieu d'être une union de deux choses, c'est l'union de plus de deux, mais finalement c'est pas très important, on peut toujours se ramener au cas de 2. Donc je vais énoncer ce théorème, l'énoncé va être un petit peu long, mais je vais ensuite l'expliquer, l'illustrer, et on va avoir toute la troisième partie pour vraiment illustrer en grand détail. Donc encore une fois, je prends X, un espace topologique, et je vais supposer que X, un espace topologique, s'écrit comme l'union de A et B, deux parties, avec A et B, deux ouverts, contenant un certain point x0 appartenant à x, donc l'intersection est non vide, qui contiennent tous les deux x0. On va supposer qu'ils sont également connexes par arc. Est telle que l'intersection, qui on l'a dit est non vide, est aussi connexe par arc. D'accord, donc je prends toutes ces conditions-là. Il faut qu'il soit ouvert, il faut qu'il contienne x0, il faut qu'il soit connexe par arc, et que l'intersection soit connexe par arc. Alors, le π1 de x se calcule comme le π1 de A produit libre avec le π1 de B divisé par un certain groupe N. Alors je vais expliquer ce que ces choses-là veulent dire. Donc où N est défini comme suit. Donc évidemment, l'intersection de A et de B est incluse dans A et dans B, et du coup n'importe quel lacet dans l'intersection est aussi un lacet dans A et dans B. Du coup, on a une inclusion naturelle que je vais appeler IA de π1 de l'intersection A inter B dans π1 de A, et on a une inclusion IB π1 de A inter B dans π1 de B, et alors N est généré par les IA de oméga, IB de oméga moins 1 pour oméga appartenant à π1 de l'intersection. Ça, c'est la définition de N.
Voilà, donc ça, c'est le théorème de Van Kampen. Je l'entoure. Ça va être très important et on va voir des exemples où on l'utilise. Donc avant de l'illustrer par les exemples, il faut que je fasse peut-être un petit rappel sur ce que veut dire ce produit ici, cette étoile. J'ai un peu insisté précédemment quand on a vu le cas du produit. Ici, j'avais expliqué que ici c'était un produit tout à fait normal, le produit usuel. Ici, le produit qu'on a, c'est pas ce même produit, c'est un produit libre. Donc il faut que je rappelle ce que ça veut dire. Donc je vais l'expliquer un peu ici. C'est un aparté sur le produit libre. Donc le produit libre de plusieurs groupes, si j'ai G1, G2, j'ai un certain nombre de groupes jusqu'à Gn. Donc le produit libre de tous ces groupes, c'est l'ensemble des mots de la forme G1, Gm, où M est un certain entier. D'accord ? Donc c'est l'ensemble des mots où chacune des lettres, c'est un des éléments du groupe. Donc où les GI appartiennent à des groupes, GJ, tels que 2 GI adjacents n'appartiennent pas au même GJ. D'accord ? Pourquoi ? Parce que si j'en avais deux qui sont adjacents qui appartiennent au même GJ, alors je peux simplement former leur produit dans le groupe et du coup simplifier. Donc ça, c'est ce qu'on appellerait des mots réduits. Donc l'ensemble de ces mots-là, munis de la loi de composition, je vais dire évidente ici. Donc l'idée c'est que, évidemment, si on a un certain mot G1, Gm, et puis que j'en mets un deuxième, je le mets côte à côte, et puis ça me donne le résultat, et sauf si j'ai des simplifications, je simplifie. D'accord ? Donc par exemple, donnons un exemple. Si je considère Z fois Z, alors pour noter les éléments de ce Z, je vais les noter A puissance N, d'accord, pour N appartenant à Z. Et ceci, je vais les noter B puissance M, pour M appartenant à Z. Bon, l'ensemble des éléments de ce groupe produit libre, j'ai déjà tous les éléments de la forme AN, j'ai tous les éléments de la forme BM, mais j'ai aussi tous les éléments de la forme ANBM, ceux de la forme BM-AN, et puis ceux de la forme AN-BM-AP, et puis etc. Oui, j'ai énormément d'éléments. C'est un groupe qui est très très gros. C'est très infini, beaucoup plus que Z carré. Et la composition se fait de façon évidente. Par exemple, si j'ai ABA et que je veux faire la composition avec, je ne sais pas, disons A carré B-1, j'obtiens juste, je fais la composition, donc j'obtiens A, B, A fois A carré nous donne A cube, et puis B-1. D'accord ? Donc on voit que c'est un groupe qui est assez infini. Bon, et donc on va l'illustrer tout de suite, en fait, avec un groupe fondamental, qui est assez important, qui va nous permettre d'illustrer le théorème de Van Kampen, que je remets ici à l'écran. Donc ce qu'on va regarder là pour l'illustrer, la façon la plus simple, ça va être de regarder les cas où X c'est vraiment la réunion de deux espaces, A et B,
et qu'en plus, ces deux espaces ont une intersection qui est triviale, c'est-à-dire qui n'a pas de groupe fondamental, qui est simplement connexe. Puisque vous voyez que si, je vais mettre ça peut-être en jaune, si le pi1 de A inter B est nul, alors vous voyez que dans la définition ici, on n'a aucun oméga, et du coup le groupe N est nul aussi. Et donc dans ce cas, on peut oublier ce dénominateur, et donc dans ce cas-là, le groupe fondamental de X, c'est simplement le produit libre des groupes fondamentaux des deux ouverts qui forment l'espace X. Donc faisons une illustration de ça. Disons qu'on veut calculer, donc exemple encore, disons qu'on veut calculer le pi1 de la figure 8. Donc la figure 8, on peut voir que c'est l'union de deux cercles. Alors si je l'écris ici en plus gros. Voilà. On aurait un premier cercle ici, S1, et puis un deuxième cercle ici, S1. Leur intersection, c'est juste le point qui est là, qui est évidemment simplement connexe, qui est le groupe fondamental d'un point, c'est rien du tout. Et donc du coup, le pi1 de ça va être le pi1 de S1, produit libre avec le pi1 de S1, et on a vu précédemment que c'était Z fois Z. Donc c'est exactement le groupe dont on vient de parler au-dessus, ici. D'accord ? Et c'est assez facile de voir qu'en effet c'est le cas. Disons que je vais prendre, si j'ai le mot, disons A, ça va être un tour autour de ce cercle-là, disons dans cette direction-là, et B un tour autour de celui-ci dans cette direction-là. Alors si j'ai un mot comme A, B, A-1, ça veut dire que j'ai le circuit qui me fait passer par A, comme ceci, puis B, puis A-1, dans cette direction-là, puis dans cette direction-là, et là, comme ceci. Et vous voyez que je peux pas, par exemple, je peux pas simplifier le A et le A-1, ça c'est différent de B. C'est un groupe qui est non abélien, je peux pas déformer ça en juste la boucle autour de B. Donc de ce point de vue-là, c'est très différent. Pi1 de T2 qu'on a vu tout à l'heure qui était Z2 est très différent du pi1 de cette figure-là. Et un autre nom que je peux donner à ce 8, c'est S1 bouquet avec S1. Parce que vous voyez que c'est un bouquet ici de deux cercles. Donc c'est très différent du pi1 du bouquet de S1 avec S1 qui est égal à Z produit libre avec Z. Donc ça c'est quelque chose qui est important de remarquer. Donc voilà, une illustration de ce théorème de Van Kampen. Et donc ça conclut les outils dont je voulais parler. Donc je vais juste résumer avant de passer à la troisième partie. Résumer, mais peut-être synthèse des 4 outils dont j'ai voulu parler. Le premier outil, je rappelle que c'était la rétractation par déformation. Si X se rétracte par déformation sur A, alors les pi1 sont les mêmes. Ça, c'est le premier outil. Le deuxième outil, c'était le produit. Pi1 de x fois y est égal à pi1 de x fois pi1 de y, où le produit est traditionnel. Et puis le troisième outil, c'est le cas du bouquet, pi1 de x bouquet y, qui est égal, comme on l'a vu, dans le cas, supposons que x et y satisfont aux hypothèses de Van Kampen, c'est le pi1 de x, produit libre avec le pi1 de y. Et on a vu que le cas général était donné par
le théorème de Van Kampen, le pi1 de x union y est en général, sous les hypothèses que je ne réécris pas ici, de Van Kampen, c'est le produit libre de x fois le pi1 de y divisé par ce groupe n qu'on n'a pas vraiment illustré, mais qu'on va illustrer dans la troisième partie. Je vérifie juste que j'ai écrit, j'ai un doute maintenant, est-ce que j'ai bien écrit union? Oui, c'est bon. Je ne savais plus si j'avais écrit union ici ou intersection, mais c'est évidemment une union. Ok, donc voilà, ça c'était juste pour synthétiser un petit peu les 4 outils dont j'ai voulu parler. Et maintenant, on va passer à la dernière partie pour illustrer tout ceci. La partie des applications à la théorie des nœuds. Alors, qu'est-ce que c'est que la théorie des nœuds? Comme son nom l'indique, c'est vraiment la théorie des nœuds dans R3. Donc, prenons quelques exemples. Donc, je vais appeler K. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un nœud? Donc, la définition d'un nœud. Un nœud K, ça va être une application continue et injective. Je veux pas que le nœud se recoupe lui-même. Gamma de 0, 1. Alors pardon, je vais considérer que des nœuds fermés, donc gamma de S1 dans R3. Et potentiellement, si on veut, de plusieurs intervalles, mais bon, disons pour l'instant, on va garder cette définition-là, mais je vais m'autoriser à l'étendre au cas où je veux avoir plusieurs nœuds, si on veut, qui s'intersectent de façon plus ou moins non triviale. Donc disons que ça c'est un simple nœud, un nœud ou un nœud connexe, mais je vais aussi autoriser des nœuds non connexes. Bon, donc donnons des exemples. Le nœud trivial, c'est simplement le nœud où on a juste on n'a pas de nœud, quoi. Donc ça, ce serait le nœud trivial. Et pour donner un exemple de nœud non trivial, le nœud non trivial le plus simple, peut-être, c'est donc le nœud qu'on appelle de trèfle, qui est en fait le nœud le plus simple qu'on peut faire, hein, si vous prenez vraiment une ficelle et que vous faites le nœud, je sais pas comment on l'appelle, le nœud le plus standard, c'est en fait le nœud de trèfle que vous allez obtenir. Et alors, je vais le dessiner ici. Ça va peut-être pas être évident pour vous que c'est effectivement celui-ci le nœud le plus simple, mais c'est le cas. C'est bien celui-ci que vous obtenez si vous faites le nœud le plus évident. Donc celui-ci, c'est ce qu'on appelle le nœud de trèfle. Et puis on peut aussi, comme j'ai dit, on peut considérer des nœuds non connexes. Hein, par exemple, on peut considérer ce nœud-là, nœud constitué en fait de deux nœuds triviaux qui ne s'intersectent pas. Et ceci va être différent de ce nœud-là, qui est constitué de deux nœuds triviaux, mais qui cette fois-ci sont entrelacés. Donc, ok, voilà un certain nombre de nœuds. Et vous allez me dire, mais alors c'est pas très intéressant de calculer les groupes fondamentaux de ces nœuds, puisque en gros ça va être juste des variations autour du cercle. Donc effectivement, c'est pas ça qu'on va vouloir faire. La question que je veux poser, c'est quel est le pi1, non pas du nœud, mais de son complément, c'est-à-dire le pi1 de R3',
privé du nœud. Donc par exemple, si je prends le nœud trivial, alors vous pouvez imaginer que on peut avoir un pi1. Si je choisis maintenant un point x0 ici, qui appartient à R3 privé de K, évidemment, le fait que j'ai privé R3 de ce nœud, ça veut dire que je vais pouvoir enrouler des lacets, mais que je n'ai pas le droit de couper le nœud. C'est une sorte de zone interdite. Et donc, par exemple, je peux faire un enroulement comme ceci. Vous voyez, ceci, c'est un élément de pi1 de R3 moins le nœud. Et ici, on sent bien ce qui va se passer. On sent bien que, pour le nœud trivial en tout cas, on peut juste enrouler autant de fois qu'on veut la ficelle dans une direction donnée. Il y a un sens, c'est important. Et puis j'aurais pu le faire dans l'autre sens. Donc on sent bien que ceci, ça va être en fait égal à z. Ça va être la même chose que le pi1 du cercle. Mais le but, ça va être d'essayer de voir si on peut de quelle façon on peut le démontrer, parce qu'on va voir que c'est déjà beaucoup moins simple si je demande par exemple quel est le pi1 du complément du nœud de celui-ci, où j'en ai deux entrelacés. Donc essayons d'abord de résoudre cette question-là. Donc l'idée va être d'utiliser une rétractation par déformation. Donc voilà comment on va traiter ça. Alors je vais me mettre là. Donc je vais dessiner à nouveau le nœud en blanc. Et donc ça va être le nœud, K. Et le reste de l'espace, je vais le dessiner en rouge. Et donc ce reste, je vais le rétracter par déformation. Et alors je vais dessiner ici une grosse sphère en rouge. D'accord, donc je veux vraiment montrer que c'est bien une sphère. Donc je dessine mon symbole traditionnel pour la sphère. Vous voyez que là, ça, ce serait tout l'espace qui est loin du nœud. Je le rétracte par déformation sur cette sphère. Et il faut aussi tenir compte du fait qu'il y a quelque chose à l'intérieur du nœud. Donc je vais avoir une ligne, comme ça. Non, c'est très moche ce que je fais, voilà. Juste une ligne qui passe à travers le nœud. Donc tout l'espace R3, R3 moins le nœud se rétracte par déformation à ce que j'ai dessiné là. Mais maintenant, ceci, on peut le déformer encore, continuellement, en une sphère et vous voyez que si ce point-là, je le fais bouger ici le long de l'équateur et je l'amène jusqu'à ce point-là, je vais obtenir quelque chose comme ceci. Et j'ai toujours mon nœud initial qui est entrelacé avec ceci. Donc le nœud initial, si je le remets en blanc, il serait ici. D'accord ? Mais donc maintenant, vous voyez que la partie en rouge, elle est égale à un bouquet, où on a S2 ici, et maintenant cette chose-là, c'est un S1. Donc c'est un bouquet de S2 avec S1. Et en utilisant les outils que j'ai introduits tout à l'heure, je peux maintenant calculer que le pi1 de R3 moins le nœud, d'après la rétractation par déformation, c'est égal au pi1 de S2 bouquet avec S1. Et en utilisant le théorème de Van Kampen, l'intersection de ces deux ouverts, c'est juste le point qui est là, qui a homotopie triviale. Du coup, j'obtiens que c'est juste le pi1 de S2
produit libre avec le pi1 de S1. Et maintenant, j'utilise l'exemple que j'avais fait tout au début, que le pi1 de S2, c'est le groupe trivial, alors que le pi1 de S1, c'est Z. Et donc, j'obtiens que la réponse finale est Z, ce à quoi on s'attendait. Pi1 de R3 moins K est égal à Z. Voilà. Donc, alors, oups, j'ai zoomé. Ah, voilà. J'ai prouvé, alors, j'ai pas fait toutes les étapes très très techniques, mais j'espère que vous voyez l'idée d'avoir utilisé la rétractation par déformation, puis le bouquet et le théorème de Van Kampen pour arriver à ce résultat-là. Donc maintenant, on va voir, donc ça c'était l'exemple 1, si on veut, de théorie des nœuds. Maintenant, on va faire un exemple un tout petit peu moins évident, qui est d'essayer d'utiliser vraiment la géométrie algébrique pour démontrer un résultat de topologie. Donc on va essayer de démontrer le résultat, qui est que, topologiquement, cette situation-là, alors en fait je vais le dessiner comme ça, je vais dessiner le premier cercle comme ceci, et le deuxième comme ceci. Donc vous voyez que je le dessine comme ça, mais en fait ils ne sont pas entrelacés, hein, je pourrais les séparer. Je vais vous montrer que ceci est différent de ceci. D'accord ? Je vais vous montrer que ceci est différent de ceci. Et donc si vous vous rappelez de ce que j'ai dit au début, hein, on avait dit que si x est homéomorphe à y, alors la structure algébrique doit être égale. Donc ici, pi1 de x doit être égal au pi1 de y. Et donc évidemment, par contraposé, si pi1 de x n'est pas égal à pi1 de y, alors x n'est pas homéomorphe à y. Okay ? Ça, c'était le principe de base de la topologie algébrique. Et donc on va l'utiliser ici en calculant les pi1 des compléments de ces deux nœuds, et on va montrer qu'ils ne sont pas les mêmes, et du coup on aura montré quelque chose d'assez trivial, mais quand même on aura montré que ces deux nœuds vraiment sont topologiquement différents. Donc comment est-ce qu'on fait ça ? On va utiliser des méthodes assez similaires à ce qu'on vient de voir. Pour le premier, alors je suis déjà au bout de ma page, donc je vais devoir... ok, je vais devoir me mettre à côté et remonter. Pardon. Voilà. Alors, donc faisons le premier. Le premier, c'était le cas où les deux nœuds sont disjoints, comme ceci. Alors, je vais utiliser une technique vraiment très similaire à tout à l'heure. Je vais mettre tout ça dans une très grande sphère. Une très grande sphère qui est la rétractation par déformation de tout ce qui est autour. Et puis, je vais me choisir un point ici, sur l'équateur. Ça commence vraiment à ressembler à un visage. Et je vais faire un cercle ici et un autre là, S1, S1, et puis ici S2. Et donc je vais dire que le pi1 de R3 moins le nœud est égal par rétractation par déformation au pi1 de S2 bouquet avec S1, bouquet avec S1, et donc par Van Kampen au produit libre des trois facteurs. Et évidemment, lui vaut 0, et Z est Z, donc on obtient Z produit libre avec Z. Donc on voit que c'est le même groupe fondamental que pour le groupe fondamental de la figure 8. Bon, ce qui n'est pas très étonnant, hein, finalement on a deux trous, on vient de prouver ça.
Donc, ok, donc ceci est le groupe fondamental. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je veux faire la même chose, mais avec les anneaux entrelacés? Avec les anneaux entrelacés, là, il faut ruser un tout petit peu. Donc, disons que je vais me mettre... je vais les dessiner comme ceci. Voilà. Et pour faire maintenant ma rétractation par déformation, je vais toujours avoir la sphère autour, mais vous vous rendez compte maintenant que la sphère en fait ne sert jamais à rien. Et maintenant, vous voyez qu'on a ce cercle, le cercle de gauche ici. Je peux coller un tore autour de lui. D'accord, comme ceci. Bon, là, mon dessin laisse un petit peu à désirer. Mais voilà, j'espère que vous voyez l'idée. Que ceci est un tore, T2. Ceci est la sphère, S2. Je devrais encore mettre l'équateur pour que ce soit peut-être plus clair. Et ce tore et cette sphère, je peux les coller en un point. D'accord, faire un bouquet à nouveau. Alors si je ne les ai pas collés, je peux faire même un double bouquet, mais ça ne va rien changer. Et bon, il faut évidemment, le truc un petit peu non trivial, c'est de se convaincre que ça, c'est vraiment la bonne rétractation par déformation. Mais une fois qu'on a fait ça, le pi1 de R3 moins le nœud est égal au pi1 de la sphère, produit libre avec le pi1 du tore T2. Et bon, ça c'est 0 comme d'habitude. Et le pi1 du tore T2, c'est le produit, cette fois-ci pas produit libre, un produit direct de deux groupes du cercle. On a déjà vu tout à l'heure. Et donc on obtient juste z carré. Donc voilà, on a ce résultat-là. Donc ça c'est peut-être un petit peu moins évident. On vient de montrer que le groupe fondamental du complément de deux nœuds entrelacés, c'est abélien en fait. On n'a pas de structure non abélienne. Et en particulier, c'est différent, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, de z produit libre avec z. Et du coup, on a fait notre premier calcul, vraiment, si on veut, de topologie algébrique. On a montré que les nœuds, quand on a deux cercles entrelacés ou non entrelacés, on a vraiment quelque chose de différent. Très bien. Et alors maintenant, pour le dernier exemple, je voulais montrer quelque chose de vraiment non trivial, et où on va avoir besoin d'utiliser toute la puissance de ce qu'on a vu, et en particulier du théorème de Van Kampen. Ça va être l'exemple de l'autre nœud. Donc l'exemple, disons, ultime, en tout cas pour cette vidéo, ça va être le dernier, c'est le nœud que j'ai montré déjà tout à l'heure, le nœud de trèfle. Alors attendez que je me plante pas pour le dessiner. Voilà, comme ceci et comme ceci, voilà. C'est pas très beau. Bon, voilà. Donc c'est le nœud de trèfle. Et alors là, évidemment, si on arrivait à trouver une rétractation par déformation à base de sphères et de tores et de machin, ça nous irait bien. Le problème, c'est que on n'en trouve pas. En fait, il n'y en a pas. On va voir pourquoi quand on aura la réponse. Donc, il va falloir ruser un petit peu plus. Et là, l'astuce va être de regarder ce qu'on appelle, de le reformuler en ce qu'on appelle un nœud torique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un nœud torique ? On prend un tore. Alors, je vais dessiner... un tore en jaune. Voilà. Voilà mon tore. Et là-dessus, je vais dessiner un nœud, mais intégralement sur le tore. C'est-à-dire que non seulement il ne s'intersecte pas dans l'espace,
Mais en fait, là, il est restreint à une surface bidimensionnelle et il ne s'intersecte pas non plus. Alors, je vais le faire en blanc pour être cohérent avec ce que j'ai dessiné là. Donc, l'idée, ça va être de faire la chose suivante. Ah, alors je ne sais pas dans quel sens je l'ai défini. Parce qu'il y a deux façons de voir le nœud de trèfle. Il y a cette façon-là et le miroir. Bon, je vais en faire une des deux. Ce sera un exercice pour le lecteur d'essayer de voir si ce que je vais dire là est correct. Mais donc, vous voyez, vous commencez par dessiner un brin ici, qui passe de l'autre côté du tore, donc en cachet, là, et qui ressort de ce côté-là. Et vous en prenez un deuxième, qui passe ici, qui passe aussi de l'autre côté du tore, et qui ressort de ce côté-là. Et un troisième brin qui, lui, ne fait rien. Et ensuite, une fois que vous avez ça, vous les reliez simplement dans l'ordre où ils sont, et vous vous rappelez qu'ils n'ont pas le droit de se croiser. Voilà. Et donc ça, c'est un nœud torique. Et vous voyez que, si on regarde, si je prends n'importe quelle section de ce cercle-là, disons celui-ci, vous voyez qu'il y a trois... le nœud passe 3 fois sur le cercle, qui est le bord du disque que je viens de dessiner là. Et à l'inverse, si je prenais un cercle qui est à l'intérieur, disons que je vais le dessiner peut-être en sorte de vert, un vert comme ça, ici. Donc le cercle qui sera à l'intérieur, lui, son tour croise 2 fois le nœud. Ici, les deux fois où ça passe derrière. Et donc pour ces raisons-là, on va dire que c'est un nœud torique de type 2-3, puisqu'il coupe chacun des cercles 2 ou 3 fois. Et je pourrais faire comme ça un nœud torique de type PQ, où P et Q sont premiers entre eux, quelconque. Et le calcul serait le même, et je vais me concentrer sur celui-ci, parce que c'est plus intéressant. Enfin, c'est plus simple, je veux dire. Et puis je peux dessiner. Donc, premier exercice, un non trivial, c'est montrer que ceci, c'est la même chose que ceci. Alors peut-être à miroir près, pour l'interrogation. Je sais pas, j'ai pas vérifié. Il faut le faire. Donc disons exercice. Vérifier, sinon il faudrait juste changer ici chaque intersection que j'ai mis. Donc le miroir serait celui-ci. Serait celui-ci. Alors, est-ce que je me suis planté? Ok, j'ai réussi à me planter, je crois. Oui, c'est ça, c'est que lui, je l'ai pas bien... Voilà, je l'avais pas bien dessiné, voilà. Donc le miroir, ce serait celui-ci. Donc l'un des deux est égal. Je sais pas. Ces deux-là, en tout cas, ne sont pas égaux. Bref, pas très important. Donc on va essayer de comprendre quel est le pi1 de ce nœud sous cette présentation-là torique. Le pi1 plutôt du complément de ceci. Et alors pour faire ça, on va imaginer que autour de mon nœud, je creuse une petite gouttière, là. Donc je l'épaissis. Je ne vais pas le dessiner tout le long, mais je vais le dessiner là, sur ce bord. Donc vous voyez, je colorie vraiment ça, je forme un petit tuyau. Et ce tuyau, qui est tout autour de mon nœud torique, je vais l'appeler N, N comme nœud. D'accord ? Le tore solide, donc je vais dessiner ça en jaune. Je vais appeler ça T. T, ça va être le tore
solide. Donc solide, ça veut dire que c'est le tore, et puis tout ce qui est à l'intérieur. Et puis, et alors, il va falloir encore un petit peu ruser. On va dire que sur le tore, je le recouvre d'une sorte de petit nappage. On peut imaginer que le tore, c'est un donut, et puis que je le recouvre de chocolat, disons. Et puis, et puis le nœud N ici, c'est une sorte de gouttière qui est tracée à la fois dans le tore et dans le chocolat. D'accord? Donc je vais ajouter, d'accord, j'ajoute plus, disons, C, le chocolat. On va voir à quoi est-ce que le chocolat va servir, mais il va être très important. Bon, très bien. Donc maintenant, essayons de voir un petit peu ce qui se passe. Il est clair que... alors je vais me mettre ici. Il est clair que R3 moins le nœud, déjà c'est complètement par rétractation, par déformation, c'est la même chose, le pi1 va être la même chose que R3 moins N, moins le nœud un peu épaissi. D'accord? Et ce R3 moins le nœud un peu épaissi, c'est la même chose que R3, c'est la même chose que, disons, on va dire le tore plus son nappage en chocolat plus, donc voilà, ceci, moins le nœud épaissi, union, avec R3, moins le tore, moins le nœud. D'accord? Donc j'ai décomposé en deux parties. L'une des parties, c'est juste le tore lui-même avec le nappage en chocolat, mais où j'ai enlevé le nœud. Et l'autre partie, c'est tout R3, dont j'ai enlevé le tore, mais j'ai gardé le nappage en chocolat. Vous voyez, je ne l'ai pas enlevé. Ok. Donc ça va être la décomposition à laquelle je vais essayer d'appliquer le théorème de Van Kampen. Donc voyons à quoi ressemble le pi1 du tore union le chocolat moins le nœud. Bon, vu que le nœud, il est juste à la surface de tout ça, qu'il y soit ou pas, finalement, on s'en fout un peu. Le chocolat, qu'on le mette ou pas, on s'en fout un peu. Et donc c'est le tore lui-même. Le tore lui-même, par rétractation, par déformation, il se restreint à juste le cercle. Le tore solide, on peut le contracter sur un cercle. Et du coup, ça nous donne le pi1 du cercle. Et donc, c'est simplement Z. Je vais aller un petit peu vite, mais je pense que c'est assez clair. Et maintenant, faisons la même chose pour l'autre ouvert. R3 moins le tore moins le nœud. Et là, encore une fois, vous voyez que une fois que j'ai enlevé le tore, le nœud, c'était juste à la surface du tore. Du coup, que j'enlève le nœud, c'est complètement sans effet. Et R3 moins le tore, on voit que par rétractation, par déformation, c'est la même chose que R3 moins le nœud trivial qu'on a vu tout au début. Et du coup, on l'a calculé, que le pi1 de R3 moins le nœud trivial, c'est Z également. D'accord? Donc, par le théorème de Van Kampen, le pi1 de R3 moins le nœud, c'est égal au pi1, c'est égal au produit libre des deux pi1, donc ici Z fois Z, produit libre, divisé par N. Mais cette fois-ci, le N va être non trivial. Puisque le N, quelle est l'intersection des deux? Vous voyez que l'intersection des deux, c'est... Donc disons que celui-ci, je l'appelle A, et l'autre, je l'appelle B, comme dans le théorème de Van Kampen.
alors l'intersection des deux, A inter B, qu'est-ce que c'est? Bah, le nœud, évidemment, n'est pas dedans. Le tore n'est pas dedans. R3 moins le tore n'est pas dedans, mais la seule chose qui est dedans, c'est le chocolat. D'accord? Et pour être très précis, c'est le chocolat. Si le chocolat était la couche de tout le nœud, c'est le chocolat moins le nœud. D'accord? Et ce chocolat moins le nœud, bah, on peut le voir ici sur la figure du tore, que c'est en fait vous voyez, c'est la surface qui est là. Donc je vais le dessiner, bah, logique de le faire en marron si c'est du chocolat. Alors je vais le faire en marron, voilà, ici. Vous voyez que c'est par exemple toute cette surface qui est là. Ok, vous voyez que ça continue, ça tourne, jusqu'à revenir sur lui-même. Donc en fait, ce chocolat moins le nœud, c'est juste une bande. Et ça, on a vu tout au début quand j'ai parlé de rétractation par déformation. On a vu que le pi1 de A inter B, c'était le pi1 de la bande, et donc c'est le pi1 du cercle, et donc c'est Z aussi. Donc c'est non trivial, du coup ce groupe-là, N, va être non trivial. Et donc là, on va devoir vraiment utiliser toute la puissance du théorème de Van Kampen. Donc essayons de voir maintenant ce que c'est. Ben, on l'a dit, il faut comprendre quelles sont les injections. Vous vous rappelez qu'on avait l'injection IA du pi1 de A inter B dans le pi1 de A. Alors, quelle est-elle, celle-ci? Bon, bah, prenons un élément du pi1 de A inter B, donc ici qui vaut Z, ceci ça vaut Z, et ceci ça vaut aussi Z. D'accord? Et donc, bah, cette application-là, on peut voir ce que c'est en regardant à nouveau la figure, ici. Donc, disons, alors, ici, ce que j'avais appelé A, c'était, donc A, il est défini là, c'était le tore et le chocolat moins le. Donc, c'est vraiment le tore lui-même. Donc, le cercle, le Z dont on parle, c'est ce Z-là. Ce Z-là, c'est le Z associé autour du tore, comme ceci. Et donc, bah, on voit que si je fais un tour de la bande marron, là, du chocolat, bah, je fais 3 tours autour de ce cercle-là. Du coup, l'image d'un tour sur la bande, c'est 3 tours dans pi1. Du coup, cette application, si je note multiplicativement, c'est l'application qui a A associe A au cube, dans Z noté multiplicativement. Et de la même façon, IB de pi1 de A inter B dans pi1 de B, ben là vous vous doutez bien maintenant, c'est en fait les nombres que j'avais notés ici, du nœud torique. Ça va être au carré, parce que maintenant on se demande combien de fois on tourne comme ceci, quand on fait un tour de chocolat. Et donc, bah, disons que c'est l'application qui a A associe A au carré. D'accord? Et donc maintenant, dans le théorème de Van Kampen, je vais réécrire ici le théorème de Van Kampen, nous disait que le groupe fondamental était égal à Z produit libre avec Z. Donc je vais noter comme précédemment quand j'avais parlé du produit libre, je vais noter A, un générateur de ce Z, et B, un générateur de celui-ci. Et donc vous vous rappelez que je devais quotienter par toutes les images des éléments du groupe fondamental de l'intersection, de ce Z-là, dans cette chose-là. C'est-à-dire, et donc alors je vais rappeler ici la définition de N. N, c'était généré par les IA de oméga, IB de oméga moins 1 pour oméga appartenant à
appartenant au pi1 de l'intersection. Je commence à être un petit peu fatigué. Et donc ici, qu'est-ce que ça nous dit simplement? Ben, ça nous dit que a carré, que a cube par exemple, b moins 2 doit être, génère le groupe n. D'accord? Et donc vu que, voilà, divisé par a cube b carré. Donc autrement dit, a cube est égal à b carré. D'accord? Donc le groupe fondamental de R3 moins le nœud de trèfle est égal à l'ensemble des mots qui se composent des lettres A et B. Donc mots en A et B avec A cube égale B carré. Et vous voyez que pour ça, on a dû utiliser le groupe N, ici généré par ces éléments-là, où on a calculé explicitement les deux inclusions. Donc ceci, c'est la réponse à ce groupe fondamental. Donc ce groupe, c'est un groupe qui est assez hautement non trivial. Il se trouve que il est isomorphe au groupe qu'on appelle B3, qui est un groupe de tresses, qui est un groupe de tresses. Donc le groupe de tresses, c'est si vous avez 3 brins, vous pouvez les tresser comme ceci, par exemple. Voilà. Vous voyez, ça c'est une transformation. Et puis vous avez une autre transformation qui est celle-ci. D'accord? Et puis vous pouvez les composer, donc faire tout un tas de tresses. Par exemple, en composant les deux, on peut obtenir cette tresse-là, qui est un élément, vous voyez, d'ordre 3. Ça, c'est d'ordre 2. Et donc celle-ci, je l'appelle S1. Et celle-ci, je l'appelle S2. Elles sont d'ordre 2, alors que celui-ci, qui est le produit des deux, donc selon la convention que j'adopte pour l'ordre, je sais pas, je vais noter S1, S2, celle-ci, elle vérifie, pardon, j'écris là, sinon on ne voit pas, S1, S, c'est S1, S2, c'est pas S1, 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 S2, c'est un élément d'ordre 3, égale 1. D'accord? Mais maintenant, si on regarde l'élément S1, S2, S1, et que ça, je l'appelle B, et que S1, S2, je l'appelle A, vous voyez que ça va vérifier une relation de type A cube égale B carré. Et donc ça montre cet isomorphisme avec le groupe des tresses. Bon, ça c'était vraiment juste une remarque en fait, à laquelle j'avais pas prévu de parler de ça. Mais c'est pour dire qu'on a un groupe ici non trivial, et on a utilisé les outils dont on a parlé pour essayer de le calculer. Et alors, bon, c'est intéressant, donc c'est un groupe qui est non commutatif, mais vous voyez qu'on a des relations assez intéressantes. Donc si on revient sur le dessin du nœud au début, ici, il faut voir que on a en gros deux façons d'enrouler. J'ai un cycle A, donc je peux enrouler autant de fois que je veux autour de A, 1, 2, 3, 4, 5, autant que je veux, ou autour de B, pareil, mais que si j'enroule 2 fois autour de B, ce sera la même chose que si j'enroule 3 fois autour de A, par une déformation de l'enroulement. Et ça, c'est pas facile à voir, forcément, à partir de ce dessin-là.
Donc c'est une des conséquences du calcul, et ça montre un petit peu la puissance de ce théorème de Van Kampen. Alors pour conclure, bon, je vais pas tout répéter, hein. En conclusion, on voit que ce π1 de x, il est relativement facile à définir, mais en fait, il est complexe, mais il peut être complexe. On en a vu un petit aperçu à la fin, mais en fait, c'est pire que ça. Et il est difficile à calculer, parce que malgré, ou du moins assez difficile à calculer, donc on a ce théorème de Van Kampen, et on a les outils dont j'ai parlé, mais ça peut quand même être assez difficile de voir les formes à considérer pour pouvoir appliquer les théorèmes. Alors, cette complexité, en fait, elle est visible un peu dans le dernier exemple, mais en fait, c'est pire que ça. On peut montrer que tout groupe est le π1 de quelque chose. Donc en fait, tout groupe, aussi compliqué soit-il, fini, infini, c'est le π1 de quelque chose. Et donc ça montre à quel point le groupe peut être vraiment très très compliqué. En particulier, on a vu qu'une propriété vraiment récurrente, c'est qu'il est non abélien. Les choses ne commutent pas. On l'avait vu déjà sur l'exemple de la figure 8. Et alors, on peut se satisfaire de cet état de fait, et on peut essayer de voir un petit peu comment est-ce que ça se généralise. Donc ça, c'est ce dont je parlerai plus amplement dans la suite. Mais donc une chose qu'on peut dire, c'est que, comme j'ai dit, ce π1 peut être très compliqué, peut être non abélien. Il est possible d'abélianiser les groupes. D'accord ? Si j'ai le π1 de x, je peux essayer de le rendre abélien. Donc je force tous les éléments à commuter. Il y a une façon bien définie, j'en parlerai plus tard. Et si on fait ça, on va définir un nouveau groupe qui est évidemment beaucoup plus simple que le π1, puisqu'il est abélien. Ce groupe, c'est H1, et c'est ce qu'on appelle le groupe d'homologie. Donc ces groupes d'homologie, on voit qu'ils sont plus simples, et en fait, ils vont être beaucoup plus faciles à calculer également, beaucoup plus faciles que ces groupes de Van Kampen, de groupes fondamentaux. Donc ce sera ce dont on parlera un peu plus tard. Et l'autre généralisation, évidemment, je l'ai déjà mentionné, mais je le redis ici, c'est qu'on peut essayer de définir πn de x, au lieu d'être l'ensemble des applications de 0,1 dans x, bah ça va être des 0,1 puissance n dans x, qui vérifie les bonnes conditions, et à homotopie près. Si on fait ça, bah effectivement, oui, ça marche. C'est ce qu'on appelle les groupes d'homotopie ou d'homotopie supérieure, si n est plus grand que 1. Mais là, on verra peut-être prochainement que c'est très difficile à calculer. Et donc, vous voyez qu'il y a cette espèce de carré qui se forme. Il y a, si je résume ici, on a le π1. On a vu qu'il y avait une manière de le généraliser, qui était d'aller au πn. Et il y a une manière de le simplifier, qui est d'aller au h1, l'abélianiser. Et donc, est-ce qu'on peut faire de même avec ceci et le simplifier pour avoir un hn, ou est-ce qu'on peut généraliser ceci? Donc la réponse est oui. Mais est-ce que ça va là? Je laisse en suspens pour l'instant. Mais en tout cas, on peut définir des hn. Et l'avantage, c'est que tout cela seront faciles, entre guillemets, hein, il faut avoir les bons outils,
mais faciles à manipuler. Et donc, c'est pour ça que concrètement, ceux-ci vont être utilisés en fait plus que le pi1, dont on a parlé dans cette vidéo. Mais le pi1, c'est vraiment le prototype de ces groupes de géométrie algébrique, de topologie algébrique, et donc c'est pour ça que je voulais en parler dans cette vidéo. Donc dans la suite, on essaiera d'explorer d'une part ces gens-là, on verra à quel point ils sont monstrueux. Je n'hésite pas à utiliser le mot monstrueux, en particulier monstrueux à calculer, mais même, je donnerai quelques exemples. Et ensuite, du coup, on se concentrera plutôt sur ces gens-là et sur le quatrième larron que j'avais mentionné au début, la cohomologie. On essaiera de comprendre les différences avec tout ça, comment les manipuler et quelles sont les informations géométriques qu'ils nous donnent. Donc voilà, rendez-vous la prochaine fois pour la suite.